Donc, on prendra le temps d'être vraiment précis sur ce qui est inclus, ce qui n'est pas inclus. Et puis, j'aimerais bien, Hervé, parce que c'est quand même un sujet qui nous anime tous, et les clients et nos partenaires, terminer sur l'intelligence artificielle. Alors, nous, on est peut-être mal barrés, enfin, en tout cas, moi, pour parler d'intelligence artificielle à la rigueur. Il y a ces environnements copilot, il y en a d'autres que tu nous expliqueras. On va quand même prendre le temps avec vous, puisque au moment où on parle, c'est pas encore sorti, c'est ça, Non. mais on a quand même quelques règles à vous donner. Et puis évidemment, on a la régie, là, il y a Mathilde qui est juste derrière nous. Coucou Mathilde, et Gauthier. Merci à vous deux, c'est notre équipe marketing. Sans eux, nous ne serions pas là. Allez, c'est parti. La présentation d'Axido, je vais faire synthétique. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on fait partie d'un groupe qui s'appelle Proxiteam. Donc Proxiteam, vous ne le verrez pas en tant que marque, puisque c'est la holding. Proxiteam avec prox, comme la proximité. C'est vraiment dans nos 3 ADN. C'est notre volonté d'être proche de nos clients, mais aussi d'être proche de l'écosystème. Là, c'est le cas avec Hervé, mais aussi avec les partenaires qui nous font confiance. Dedans, on va parler de Vim, par exemple, sur la partie sauvegarde. On a un écosystème qui est très resserré avec vraiment cette volonté d'être ensemble, d'être partenaires de bout en bout. Le team, c'est l'esprit d'équipe. Et cet esprit d'équipe, on s'attache à ce qu'on le retrouve bien et dans les différentes entités, mais aussi à travers les 2 entités, comme vous le voyez en bas à droite. Axido, donc c'est l'entreprise que je représente ici sur la partie commerce, puisque nous, on a un portfolio, pardon, je vais y arriver, un secteur d'activité que je vous décrirai un peu après. Et puis on a nos voisins, nos cousins germains, nos jumeaux Apogea, qui peuvent vous accompagner plus sur l'environnement métier. Qu'est-ce que je mets dans les applications métiers? Si vous avez besoin d'un CRM, d'un ERP, de BI, tu connais bien puisque c'est l'écosystème Microsoft sur lequel on s'appuie. On a beaucoup de solutions Sage également, aussi sur la partie ERP, Pay, mais aussi tout ce qui est environnement de dématérialisation. Il y a pas mal de contraintes liées à la légalité, etc. Des solutions de comptabilité, de DRH, etc., etc. Et ça rejoint le petit IT qui est au milieu de Proxiteam. Et c'est ce qu'on a essayé de mettre en avant. Quand on parle de transformation digitale, à travers le groupe, on a cette capacité de vous adresser sur l'ensemble de vos besoins IT. Le groupe, en quelques chiffres, plus de 20 ans, oui, Axido, typiquement, c'est plus de 22 ans même. Et Apogea, c'est plus de 30 ans d'existence. 14 agences en France, on est très présent sur l'Île-de-France, très présent sur le Grand Ouest, sur le centre de la France et également sur PACA, puisqu'on a par notre support, les Vénards, ils sont au bord de l'eau là-bas, bien actifs quand même. Et puis, le chiffre d'affaires, on se rapproche plus des 60 que des 50 d'ailleurs. C'est ce qu'on devrait atteindre cette fin d'année. C'est bientôt 400 personnes même dans le groupe, et puis quelques milliers de clients, et on espère que on grossit aussi là-dessus régulièrement. Alors ça, c'est ce que vous retrouverez chez nous, Axido. Donc l'ensemble de toutes les briques, la fusée, c'est vraiment le service, quoi. Notre homme de lancement, c'est tout ce qui est la proposition de service. Ça commence par de l'infogérance avec de la proximité. C'est plus de 115 consultants techniques qui sont chez nous, tu vois, en passant par le technique autour du poste de travail, j'allais dire, c'est ce qu'on appelle la bobologie, mais aussi des administrateurs, des ingénieurs système réseau, des responsables opérationnels de compte, chefs de projet, avant-vente. Donc c'est plus de 115 personnes qui sont aujourd'hui chez notre directeur technique, Fabrice Agege, qui fait partie des fondateurs Axido. Donc lui, alors il dort Axido, il mange Axido, il rêve Axido. On est à fond dans ce trip. Et puis vous verrez en bas donc l'écosystème sur lequel on s'appuie. Et vous voyez qu'on essaye d'être le plus fidèle possible et d'avoir quelque chose de restreint pour être très, très efficace de bout en bout et de maîtriser nos solutions. Une petite page de pub sur la partie sécurité. On a une cellule complètement dédiée et séparée de cybersécurité. Et vous voyez qu'on s'attache à voir les labels qui sont attachés, donc Expert Cyber, le SecNum Cloud, qui vous permettent à vous, clients, d'avoir la garantie qu'on est tout à fait affûté sur ce type d'environnement. Eh bien, c'est parti. Alors, tu vas essayer d'être clair, synthétique, exhaustif sur un exercice qui n'est pas simple, le licensing. Oui, on va commencer par la partie peut-être un peu la plus rébarbative de la partie Microsoft, mais il y a une actualité importante. Il y a partie surtout sur la partie effectivement public secteur. Ouais. Ce que Microsoft appelle le public secteur, ça veut dire en fait
les clients qui sont charity. Charity, Et c'est académique. les associations Ouais, c'est et ça. académiques. Association, fondation, et puis académique, bah, c'est tout ce qui est lycée, collège et école. Ouais, et les centres de formation agréés Ah oui, tu as aussi, raison. Ouais. qui sont très, très impliqués là-dessus. Alors, on va commencer. Pour le coup, on parlait modèle commercial, Microsoft. Et donc, le grand changement qui va s'opérer pour ces fameux clients académiques et charity, c'est la bascule du modèle legacy, donc hérité, si on traduit littéralement. On va dire l'ancien modèle, mais Ouais, tant c'est qu'on va ça. mettre derrière nous, puisqu'on va passer au modèle New Commerce Experience, plein d'espoir, de la nouveauté. Et en gros, au niveau des produits, ça ne change rien. C'est vraiment le modèle d'engagement dans la commercialisation des Montre-nous tout licences ça. qui va. Deux notions importantes. Alors voilà, on va comparer l'ancien modèle avec le nouveau modèle, Legacy MCE. avec deux notions importantes, la notion d'engagement du client et d'engagement aussi de Microsoft. Engagement de Microsoft pour maintenir un prix fixe toute la durée de l'engagement et engagement du client qui va souscrire à des abonnements, mais qui va s'engager pour les garder toute la durée qu'il aura choisie. Et pendant cette période, il ne pourra pas diminuer ou annuler ses abonnements. Il pourra le faire. Ouais, c'est ça. Ouais, la date anniversaire, tu vas nous parler des engagements et on regardera la facturation aussi, c'est ça. Et ça arrive juste après. En fait. C'est les deux critères qui vont se mixer. Notion d'engagement, notion de facturation. Dans l'ancien modèle, le legacy, on va aller droit au but. La notion d'engagement mensuel n'existait pas. En fait, les clients donc prenaient ce qu'il y avait en engagement annuel, avec une facturation qui était soit mensuelle, soit annuelle. Et cet engagement annuel ne s'opérait que du côté de Microsoft qui s'engageait à maintenir les prix. Par contre, le client, lui, il avait la liberté à tout moment, avec la souplesse, de diminuer, d'annuler. Dans l'esprit, c'est la satisfaction du produit. Donc, on augmente les quantités, on upgrade. Mais voilà, c'était un modèle très souple. Et on va perdre de la souplesse concrètement. On ne va pas non plus tourner autour du pot. C'est un nouveau modèle, en tout cas, pour cette partie-là. Et donc, on va passer avec, on aura deux types d'engagements. On aura les engagements mensuels et les engagements annuels, et ce sera des engagements fermes. Microsoft va toujours garantir des prix, mais le client, comme il dit, ne pourra plus diminuer ni annuler ses abonnements avant d'être arrivé à la date d'anniversaire. Donc, pour la plupart des sociétés, savent qu'ils ont un scope fixe avec des engagements d'un an, ça va bien. Mais par contre, il y a aussi potentiellement toute une catégorie de la population qui travaille, qui sont des intermittents, qui sont des vacataires, qui sont des saisonniers, et pour lesquels Microsoft va permettre d'avoir la souplesse dans la gestion des licences. Mais avec le 20% en plus, c'est ça. Mais voilà. Exactement, 20% plus cher que les licences à engagement annuel. C'est le prix de la souplesse. Cette bascule-là avait été opérée pour tous les clients commerciaux il y a l'année dernière. On a bien transpiré, tu étais bien dans cette période-là. Que de beaux souvenirs. Alors, juste pour compléter ce que tu viens de dire, Hervé, on a effectivement chez nous toute la souplesse, c'est-à-dire même si l'engagement est annuel, vous pourrez toujours rester sur une facturation mensuelle. Nous, on s'attache chez nous, quand vous recevez une facturation Apogea ou Axilo, vous aurez toujours le nombre de licences concernées des différentes rubriques, mais aussi la date anniversaire. Finalement, si on essaye d'être dans la vraie vie, Hervé, est-ce qu'on est d'accord pour dire que finalement, l'engagement d'un an, il n'est pas si punitif que ça, parce que de toute façon, on ne va pas surfer entre un environnement collaboratif et un autre. Par contre, ce qu'il est, c'est la souplesse de ne pas pouvoir diminuer le nombre de licences, sauf quelques semaines avant la date anniversaire, où là, il faut nous envoyer un mail. Et nous, à ce moment-là, on réajuste les licences qu'on peut avoir chez vous. Ce qui est très important aussi sur cette partie-là, c'est que on peut maintenir, donc, comme tu dis, s'il y a des stagiaires ou des postes comme ça, comme tu disais, vacants, il y a une hausse de 20%, mais si les durées sont faibles, ça peut valoir le coup, malgré tout, d'avoir cette hausse de 20%, si c'est 3-4 mois, par exemple. Par contre, si c'est sur l'année, il sera toujours possible de glisser des licences d'un utilisateur vers un autre et de les renommer. Exactement. C'est vraiment le nombre qu'on ne peut pas diminuer d'une manière... Ce que tu dis là, glisser les licences d'un utilisateur vers un autre est capital, effectivement, puisque les abonnements, ce n'est pas nominatif. C'est ça. Donc, quelqu'un qui part et une autre personne qui arrive peut prendre le relais de son abonnement si on est parti sur un engagement d'un an. Et un petit point important aussi, je voulais préciser, parce que ça peut paraître une mauvaise nouvelle comme ça, le modèle New Commerce Experience, à savoir que là, on est dans un contrat spécifique de revente aux sociétés. Microsoft fait aussi de la vente directe sur son site. C'est vrai. Mais ce modèle de
New Commerce Experience, Microsoft l'applique sur son site en vente directe D'accord. depuis le début qu'ils l'ont mis en place. D'accord. Ça veut dire près de 5 ans. D'accord. On a des engagements mensuels qui sont déjà 20% plus Ok. chers que les Ouais, c'est engagements ça. annuels. Alors, on verra par la suite, tu nous montreras quelques prix, on ne va pas y passer longtemps, mais c'est vu qu'on vous enverra cette présentation, vous aurez tous les slides, et si on passe vite sur certains slides, vous aurez tout le loisir de pouvoir les regarder. De toute façon, nous, quand on vend des prix publics, c'est-à-dire que vous achetiez les licences en direct, que vous achetez à travers nous ou à travers un autre intégrateur, vous aurez ce même prix qui est le prix public. L'accompagnement, en plus, voilà. vous n'avez pas. Après, nous, la valeur ajoutée, c'est justement de vous conseiller. Tu as quelques nuances que tu vas montrer sur Teams tout à l'heure, justement, quand on parle de la dissociation de Teams, où notre expertise est là pour justement que vous optimisez ces coûts. Pour aller un peu plus loin, c'est vraiment des contraintes Microsoft. Ça, il faut que vous le compreniez, puisque nous, typiquement, si on a un client qui est engagé sur 1 an, ce client, je ne sais pas, il fait faillite, enfin dépôt de bilan ou je ne sais pas quoi, nous sommes engagés vis-à-vis de Microsoft à continuer à payer ces licences-là. Et j'irai même plus loin, c'est que toi, en tant que distributeur, Exactement. Hervé, t'es Desinex ou autre, si jamais un intégrateur fait faillite et qu'ils ont 100 clients et qu'il y a 10 000 licences, vous êtes tenu de toujours payer Microsoft derrière. C'est magnifique. C'est magnifique. Vive le leader. Allez, vas-y, je te laisse enchaîner. Tiens, académique et charity. Alors, après avoir posé le tableau, effectivement, de ce nouveau modèle New Commerce Experience, qu'est-ce que ça va impacter dans l'actualité qui arrive sur les clients charity académiques? Bien, voilà, il va y avoir une bascule. Donc, à partir du 1er janvier 2024, on va avoir toutes les références que vous connaissez actuellement vont être proposées aussi en e-commerce expérience. C'est-à-dire vous aurez en fait pour chaque produit 3 modèles proposés à choisir selon l'engagement et les modalités de Donc facturation. c'est d'ores et déjà disponible et au 1er janvier, c'est le lancement? Non, c'est à partir du 1er janvier que ce sera disponible. Et la date importante, c'est à partir du 1er juillet 2024. Pour le coup, Microsoft va imposer la bascule automatique du modèle Legacy vers le modèle LCE. Alors, c'est pas au 1er janvier, tout va basculer. Microsoft va respecter les dates anniversaires de vos Legacy, puisqu'il y avait quand même ces fameux engagements d'1 an Microsoft. Mais arrivé à la date anniversaire, si vous ne dites rien, si vous ne faites rien avant, eh ben, votre abonnement sera basculé directement dans un modèle d'engagement d'1 an et de facturation mensuelle. D'accord. Après, on est bien. Bah, si on n'est pas content, vous avez 168 heures pour revenir en arrière. 168 heures, c'est court. Oui, c'est clair. Voilà. Et donc, c'est ISO périmètre, je crois que c'est ce que tu nous montres après, c'est ce que tu disais tout à l'heure, même produit, même nom, d'engagement à an et facturation. Microsoft ne réfléchit pas, ils vont passer la moulinette à bascule et on va faire le grand saut vers le LCE. Alors nous, ce qu'on fait chez nous, c'est qu'on en profite justement pour regrouper vos licences. Parfois, on a souvent des clients, tu sais, qu'on souscrit à différentes périodes, différentes phases, différentes entités, différents tout. Là, on en profite, et vous nous accompagnez là-dessus, à avoir une date unique pour l'ensemble de... Voilà. Cette notion ne se posait pas sur le modèle Legacy, on pouvait faire ce qu'on voulait. Mais avec les engagements du LCE, il y a des options effectivement pour avoir des dates clean, que tout arrive sur le même contrat. Parfait. Pour le coup, on parlait de ces fameux clients du public secteur. Un petit rappel, en fait, ça c'est pas une nouveauté, mais un petit rappel quand même qu'est-ce qu'il faut faire pour être client académique et charity. Et bon, l'intérêt d'être client académique et charity, c'est tout simplement de pouvoir acheter des références avec des prix bien moins chers que le commercial. Vas-y, avance là-dessus, je veux bien, parce que moi j'ai constaté, on a énormément, nous on fait partie du CEDRE, tu sais, donc on a énormément de lycées, de collèges, d'établissements scolaires à travers l'OGEC, etc. Et on a beaucoup d'associations et de fondations qui nous font confiance également. Et j'ai découvert en faisant un extract de notre CRM qu'en fait, il y en avait finalement assez peu qui étaient dans le programme Charité au niveau des fondations associations ou reconnus comme académiques au niveau des établissements. Tout à fait, parce qu'on n'est pas comme ça du jour au lendemain, Charity. Enfin, on peut l'être du jour au lendemain, mais dis-nous en plus, Hervé. Il y a effectivement une approche à faire, enfin du boulot à faire, demander en fait son éligibilité. Alors tout d'abord, en fait, qui peut avoir le droit au statut académique? C'est rapide, comme tu l'as déjà présenté, c'est les établissements scolaires, que ce soit du secteur public ou privé. Après, c'est aussi tout ce qui est bureau d'administration, mais si ça ne s'adresse pas directement à des enseignants, ils font partie aussi. Les bibliothèques publiques et les musées publics. J'ai découvert avec toi. Et ce que je n'ai pas indiqué là, c'est un oubli de ma part, mais à culpa, c'est aussi très important. Tous les centres de formation peuvent aussi bénéficier de ce statut. Ça peut être très intéressant. Et centres de formation, à condition que ce soit des centres de formation agréés.
Ouais, c'est ça, oui, bien sûr. Pour le charity, donc c'est les associations, loi 1901. J'ai pas rentré, on va pas rentrer là dans le détail des critères plus détaillés, mais ça va dépendre effectivement de ce statut, de la mission en question. Bah, pour le coup, ça va marcher pour des missions éducationnelles, culturelles, mais par exemple pas les associations sportives, pour exemple, et aussi bah, des critères de bonne morale, bien entendu, l'éthique, c'est très important chez Microsoft. Je ne rentre pas dans le détail. Non, c'est bien. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que tu as mis les liens. On vous a remis un slide. Donc, quand on vous enverra la présentation, les liens, vous pourrez évidemment cliquer dessus. Et une fois de plus, on est là pour vous accompagner, pour vous dire un petit peu ces différentes modalités. Super. Voilà. Mais en aucun cas, c'est Proxy Team qui apportera le statut, etc. Non, nous, on vous aidera, on accompagnera à remplir les formulaires qui vont bien, mais ça sera Microsoft qui va. C'est pas toi non plus, hein, même en tant que distributeur. On aimerait bien pouvoir. Tu nous donnes un petit overview des licences. Allons-y, là pour le coup, académique. Juste derrière, un petit rappel. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, hein, c'est vraiment pour donner l'idée, voilà, en gros, de l'offre Microsoft. Voilà, vous avez les différents services qui sont proposés en haut, qui s'enrichissent de gauche à droite, et vous allez avoir sur la partie académique des références dédiées à tout le personnel enseignant et aussi le personnel administratif, puisque c'était ouvert au bureau administratif. Vous allez avoir des références aussi dédiées aux étudiants, qui sont à peu près les mêmes. Et vous allez avoir, ce qui est très intéressant à savoir, si vous couvrez tout le parc des enseignants et du bureau administratif avec une référence, vous pouvez avoir les mêmes références pour les étudiants gratuitement. Et ça, c'est quand même une très belle offre pour que les centres de formation disposent de beaux outils. Top. Ça, c'est académique. La même chose pour Allons-y pour le Charity. Alors, le Charity, ce n'est pas tout à fait les mêmes références. C'est encore un autre système qui va se rapprocher du système des références commerciales. On va avoir des références faites pour les petites et moyennes associations. En gros, on va limiter ça à 300 users. On enchaîne pour les grandes associations des références sans limitation de nombre d'utilisateurs. Et enfin, des suites, ce qu'on appelle first line workers. Je vais en parler sur le slide commercial qui suit de suite parce que voilà. On en a parlé tous les deux en préparant ce webinaire et cette présentation. Il y a des seuils aussi, il y a des seuils limites de nombre de licences qui sont accordées dans ces différents environnements. Pour l'instant, c'est l'inconnu. On ne sait pas. A priori, ils ne touchent pas à ces seuils-là. Alors, non. Alors, pour l'instant, on sait que donc, les suites business sont limitées à 300 utilisateurs. Et quand on a besoin d'aller au-delà, on va dans les suites enterprise. Donc, on retrouve la même chose que pour la charity. Les suites, là, pour le coup, ça ne va pas s'appeler petite et moyenne association, mais petite et moyenne société, PME. Donc, les suites business. Après, on a les suites enterprise sans limitation et les suites frontline workers. On pourrait appeler aussi les suites pour les coblés. En fait, c'est tous les salariés qui n'ont pas de PC dédié. Ça veut dire salariés qui sont sur des postes partagés ou alors des salariés qui travaillent avec des devices mobiles en intervention extérieure et qui utilisent des smartphones et des tablettes. C'est important de le prendre en considération, cette partie-là. Est-ce que tu peux nous dire, parce que là, on voit, finalement, c'est le modèle de licensing classique et historique, tu peux nous parler de la dissociation de Teams? Exactement. Et moi, une fois de plus, en préparant ça, j'avais une certitude, c'est que c'était imposé par l'Europe, etc. Vas-y, explique-nous ça, s'il te plaît, Hervé. Exactement. Alors, ce sujet-là de l'association de la brique de Teams, je ne sais pas si vous voyez le pointeur. Là, je pointe en fait la ligne Enterprise. Et dans la ligne Enterprise, on va avoir une précision des suites E3, par exemple, et à rajouter le terme EEA. Qu'est-ce que ça veut dire? Acronyme mystérieux, mais il y a précisé entre parenthèses No Teams. Et là, c'est clair. C'est vrai. Voilà. Mais on ne sait pas ce que veut dire le EEA. Ça se traduit en No Teams. J'ai oublié ce que voulait dire EEA, mais on a du No Teams. Voilà, c'est ça, concrètement. Bah oui, on avait des belles solutions avec un empalement de fonctionnalités. On va en retirer une. Mais bon, attention. Quels impacts? Je suis passé un petit peu vite, en fait, voilà, sur la pourquoi. Tu posais la question. Hein. Pourquoi ça? Tout simplement parce que les clients qui souhaitaient avoir Teams sur la catégorie Enterprise, ils étaient obligés de prendre une suite complète. Il n'y avait pas de référence Teams seule, ce qu'on appelle en standalone. Et comme pour le coup, Microsoft, quelque part, imposait en même temps que l'achat de Teams, la messagerie et les outils productifs. Un client pouvait juste avoir besoin de Teams sans
avoir et garder sa messagerie. Donc, c'est ce que tu me confiais, en fait. C'est plus une initiative, finalement, de Microsoft plutôt que… La Commission européenne s'est penchée là-dessus. Ils ont dit, oh, ça, peut-être que c'est pas très clair. Et Microsoft anticipe une décision éventuelle de Microsoft en disant, on va prendre le devant. De toute façon, on le faisait déjà sur les suites business. On va le faire aussi sur les suites Enterprise. Ça veut dire que les suites Enterprise qui intégraient Teams, elles vont disparaître pour toutes les nouvelles commandes. D'accord. Mais par contre, pour tous les clients qui ont déjà des suites, que ce soit de l'Office 365 ou du Microsoft 365, pour eux, il n'y a pas de changement. Ils vont pouvoir ajouter des utilisateurs et à date anniversaire, ils pourront renouveler sur le même produit. Mais des clients qui n'ont pas encore acheté, et là pour le coup, s'ils veulent Teams seul, formidable, la nouvelle référence Teams EA est arrivée. S'ils veulent Teams plus les autres solutions collaboratives de Microsoft, ils vont devoir prendre la suite EEA, No Teams, c'est de quoi on parle, et rajouter en plus le Teams en standalone. Voilà. Donc, pas d'angoisse, Microsoft prend les devants et de toute façon, le principal, c'est que l'utilisateur puisse avoir toutes les solutions qu'il souhaite avoir sur son poste. Bon, donne-nous un petit peu des dates, si tu veux bien. Au niveau des dates, on y est. Non, on y est. Voilà, ça arrive. C'est en place depuis le 1er octobre. Voilà. Ça veut dire que tous les nouveaux clients commerciaux, je parle, ça ne concerne pas encore le charity, l'académique. Peut-être pour l'instant, on n'a pas encore l'info, mais bon. Tous les clients commerciaux depuis le 1er octobre, c'est en place ce fameux système pour les nouvelles commandes. Pour ceux qui en ont déjà, comme on dit. C'est bien, tu décris les changements, mais c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Cette fameuse référence. Et le pourquoi. Et le pourquoi que tu as décrit. Ok, génial. On a déjà tout dit. Petite précision. Là, sur le licensing, quand tu parlais de conseil, on y est là. Quand on veut Teams, pour le coup, en fait, ils peuvent prendre cette fameuse nouvelle référence Teams EE1. Donc, c'est pas Teams EA, no Teams. C'est bien Teams cette fois. Mais il y avait déjà une référence qui existait, Teams seul, dans la catégorie business, limité à 300 users, le Teams Essential. Et là, il y a l'astuce, en fait, ce que Microsoft préconise, c'est Teams EEA plus suite EEA No Teams. On peut très bien prendre la suite EEA No Teams et au lieu du Teams EEA, prendre le Teams Essential. L'intérêt, il est financier. 1,30 €. Tu gagnes 1,30 € par licence. Par mois, par utilisateur. On multiplie par 12, ça a du sens. Et en termes périmètre pour soyons toujours prudents quand même sur la compatibilité de la solution qu'on va utiliser. Il n'y a absolument aucune contre-indication fonctionnelle, juste sur la partie sécurité des données, DLP, protection des données. D'accord, on peut adresser en parallèle de toute façon. Voilà, là il faudra passer sur des Teams. Mais sinon, vous aurez toutes les fonctionnalités du Teams. Top Hervé, merci, c'est très clair. Tu sais, souvent on parle d'environnement collaboratif, alors on sait tous que ça a décollé, c'est le formidable accélérateur pour Microsoft et autres compétiteurs, ça a été la Covid, le confinement, etc. Mais souvent, on en oublie, effectivement, dans ce monde collaboratif, on a souvent quand même une association sur de la réelle productivité. Et une fois qu'on y a goûté, maintenant, on n'a plus de doute sur le fait de son efficacité. Tu vas parler de coédition et tout un tas, il y a plein de logos que j'ai découverts avec toi tout à l'heure. Parle-nous un petit peu plus de ça, si tu veux bien. Ça sera peut-être un rappel pour certains, mais je pense que vous allez découvrir des choses avec nous. Et on arrête de parler licensing, on va parler de choses un petit peu plus sexy maintenant. Productivité et collaboration. Alors, au départ, effectivement, Microsoft, c'est la productivité. Qu'est-ce que c'est la productivité? C'est le pack Office. Mais à partir du pack Office, Microsoft a construit ce fameux scope qu'il appelle Microsoft 365 et qui présente de manière, s'il n'y a pas de présomption, c'est une réalité, on dirait, le cloud de productivité le plus complet du monde. Ça me fait penser à la pub L'Or, le meilleur café du monde, un petit peu comme ça. Et donc, qu'est-ce que ça couvre comme solution derrière ça? D'abord, effectivement, on parlait de ce fameux pack Office, qui dans le cloud, on ne va pas l'appeler pack Office, mais c'est la même chose, mais on va l'appeler Office 365. Pourquoi Office 365 et pas le pack Office? Le pack Office, c'est en gros le pack Office qu'on achetait en boîte, quasiment, qu'on déployait, qu'on installait sur son poste et qu'on pouvait redéployer une autre fois, et c'est tout. Point barre. Alors que l'Office 365, c'est effectivement ce fameux pack Office qui va pouvoir se déployer jusqu'à 5 postes différents, PC portables, plus 5 smartphones, plus 5 tablettes. Et là, effectivement, on arrive à Office 365 parce que c'est pas que du pack Office. L'Office qui va fonctionner sur des smartphones et des tablettes, c'est un Office
spécifique que Microsoft a développé pour une expérience qui va correspondre à cet usage en mobilité. Quand je parlais de logo, là, moi je connais bien les 3 premiers, les 4 premiers. Oh ouais. Le P, vas-y, continue. Alors là, les pack office, je n'ai pas donné les noms, mais on est sur de la Outlook à gauche, du Word, de l'Excel, du PowerPoint, du P comme publisher, effectivement, et de là comme Access, qui n'est pas effectivement l'avenir dernier cri de Microsoft, mais qui est encore très utilisé comme base. Montre-nous d'autres écosystèmes qu'on a là-dedans, si tu veux bien. Et ces solutions-là, l'avantage de ce pack Office 365, c'est que vous y avez aussi accès en mode web. Et c'est là où le terme 365 prend tout son sens. C'est-à-dire que même si on n'est pas sur son ordinateur, on n'a pas son pack Office installé, on se connecte à son espace web et on a tous les outils online. Mais ce qui nous intéressait, c'était de voir quelles étaient les autres solutions. Si vous avez du Microsoft 365, vous les avez déjà certainement dans vos abonnements. Et c'est là, effectivement, on va peut-être faire des découvertes. Là, on a un P à nouveau, mais ce n'est pas du PowerPoint, ce n'est pas du publisher. C'est publisher. Mais si c'est du publisher, je me fais avoir moi-même avec ça. Il était déjà là au centre. Je me suis fait avoir. Eh bien oui, c'est publisher, exactement. S comme Soro, non, S comme Sway. Sway, c'est pour faire c'est du PowerPoint amélioré en fait. C'est pour faire de la présentation narrative avec un fil continu. En fait, des présentations plus scénarisées. Sway. Pour les marketing principalement. Après, on a à nouveau un P. Cette fois, c'est le P comme planeur. Nous, on l'utilise chez nos clients, on le met systématiquement en place. Comme je vous le disais, on fait de l'infogérance et ça fait partie des choses qu'on déploie. On a toujours une équipe Teams avec nos clients, tu vois. Et dans les fonctionnalités, le planeur nous permet aux techniciens, aux ingénieurs système, etc., de bien structurer les différentes actions qu'il faut mener, quoi. Et gestion de tâches en mode agile. C'est pas du project, du Gantt, de la planification compliquée. Et ça fait partie des fonctionnalités intégrées. Exactement. Formidable aussi Booking, que j'aime beaucoup. Booking, c'est l'équivalent d'un Doctolib. Ça va permettre de générer des liens pour que toute personne de l'extérieur puisse directement sur ce lien accéder à votre agenda et dans votre calendrier, booker des rendez-vous que vous allez pouvoir identifier. Vous allez pouvoir identifier des prestations, identifier la durée d'un rendez-vous. Pour avoir différents thèmes. Et c'est complètement intégré dans les suites Microsoft 365, avec plein de possibilités de souplesse. Un autre aussi formidable. Je pense qu'il est plus connu, celui-là, quand même. C'est OneNote, effectivement, OneNote, donc de la prise de notes. Même Mathilde, elle est en train de se coller la tête. Et là où on va arriver sur la roadmap, la nouveauté, c'est qu'ils disent déjà, Microsoft vient de sortir Loops. Il faut se creuser la tête pour trouver des nouveaux logos chez Microsoft quand on est graphiste. Et Loops, ça vient juste après OneNote parce que pour le coup, c'est du OneNote mais amélioré. D'accord. Moi, j'ai mis pas mal de temps avant d'adopter OneNote. Ça ne me plaisait pas au début. Et finalement, je me suis mis à beaucoup l'aimer. Et là, je viens de découvrir Loops et là, je l'aime beaucoup dès le début. Peut-être qu'au bout de 3 mois, je vais être déçu, que ça va faire la courbe inverse, mais pour l'instant, moi, je sais que je vais investiguer dessus avec aussi. Tout ça, c'est dans votre suite Office 365. Et autour de tout ça, donc c'est la brique, c'est ce que tu vas nous montrer. Et avec toute la partie gestion de fichiers, il y a toute la partie… On va créer des fichiers qui ont des différents formats de leur solution et les fichiers vont être stockés dans différents espaces du cloud de la proposition Microsoft 365. Et on va faire un petit point sur ces 3 espaces de travail que sont le OneDrive, le SharePoint, Online et le Teams. Il y en a même un 4e, mais rapidement, parce qu'il est dans l'environnement Microsoft, mais rattaché aux solutions Azure, qui est le ShareFile, tu sais, où ça prend l'identité, en fait, sur votre device. C'est vu comme un lecteur NAS, si tu veux, tu as un N2. C'est aussi une solution de gestion de fichiers, mais qu'on a par contre dans l'environnement Azure. Vas-y, décris-nous. J'espère que c'est pour ça que je ne la connaissais pas. Alors, le OneDrive, qu'est-ce que c'est? En cas d'usage, en fait, ça va être un espace de stockage, mais personnel, individuel. Donc, pour le coup, on va permettre alors, on ne va pas dire sauvegarder les dossiers en ligne, surtout pas, mais on va avoir donc une conservation du dossier à la fois sur le poste, vous n'avez pas besoin d'être connecté pour y accéder, et aussi online. Donc, ce modèle hybride. Personnel,
ces documents, il y a quand même des fonctionnalités de partage intéressantes. Notamment, c'est utilisé si vous avez des fichiers que vous n'avez pas envoyés par mail parce qu'ils sont trop gros. Ouais, c'est ça. Là, pour le coup, vous pouvez créer un lien et le partager avec une personne de l'extérieur. Ouais, puis en termes de capacité, on a un espace qui est quand même, c'est le clic d'après, alors, je crois. c'est les espaces, j'en parle juste après, là, pour identifier le SharePoint, c'est de l'espace de stockage, mais pour le coup, ça va être un espace d'entreprise, c'est-à-dire un espace collectif. Ça fonctionne comme du OneDrive, mais après, c'est 10 000 options possibles de créer des automatismes, on peut le customiser comme on veut, mais par contre, alors, un terme qui paraît être un peu violent, usine à gaz pour le mettre en place. C'est formidable, exactement, mais il faut être accompagné. Et pour le coup, c'est pas intuitif. Et c'est pour ça que Microsoft a gardé cette technologie SharePoint, mais il y a intégré toute la partie chat, réunion. Et autour de cette base documentaire, en fait, qui va servir de base aux Teams, voilà, je prononce le nom. Ils ont créé donc ces fameux espaces collaboratifs. C'est de la base documentaire, mais c'est de la collaboration. Microsoft parle de digital workplace et cette approche friendly parce que c'est beaucoup plus friendly d'utiliser un Teams qu'un SharePoint. Voilà, pour bien faire la différence entre ces différents espaces. Maintenant, capacité de stockage, tu me demandais, interacté par utilisateur sur le but OneDrive. Du OneDrive. Le SharePoint, le but, c'est de partager les documents, donc 1 téraoctet de base par organisation, plus 10 gigaoctets par utilisateur, et ça suffit bien, je dirais. Bien sûr. C'est toujours extensible en termes de capacité de stockage si vous avez besoin. Par tranche, et le Teams, c'est la même chose, tout simplement parce que la base documentaire du Teams, c'est le SharePoint. Mais ça arrive en Ghost, en fantôme. Et en termes de fonctionnalité, là, pour le coup, je ne vais pas rentrer dans le détail. J'ai déjà donné le cas d'usage OneDrive et on va aller voir justement. S'il te plaît, tu vois, 35 minutes, il faut qu'on accélère un peu. Alors, on prend le Teams et voilà, très rapidement, qu'est-ce que c'est que le Teams? Mais je pense que la plupart d'entre vous l'ont déjà, le hub de votre collaboration. On part d'un utilisateur, c'est comme un réseau en fait, un Teams, comme un Facebook, comme un LinkedIn, qu'on va se rattacher à d'autres utilisateurs qui vont faire partie d'une entité. Ils sont là, voilà, ça va créer des groupes. Ça, c'est la vie d'une entité. Et Teams va organiser ces personnes individuelles à travers ce qu'elle appelle des teams, des équipes. Des équipes, on va en créer autant qu'on aura de besoins spécifiques. Oui, c'est ça. Chez nous, on a une équipe commerce, marketing, vous avez une équipe aussi, on a une équipe des techniciens, etc. Et on peut prendre les mêmes personnes en partie, mais selon des besoins spécifiques. Voilà, on a l'équipe. Donc, on a un espace où toutes les personnes vont être attachées et vont pouvoir travailler et collaborer ensemble. Pour le coup, elles vont même pouvoir intégrer des utilisateurs externes qui n'auront pas besoin d'avoir des licences Teams, mais vous allez pouvoir partager avec eux les calendriers et aussi toute une base de fichiers potentiels que vous allez pouvoir échanger via dans ce que Microsoft appelle des canaux. En fait, c'est des sous-dossiers à l'intérieur de l'équipe pour organiser les informations selon les besoins. Ce qui est important dans un canal, c'est qu'on va retrouver un canal de chat, on va retrouver aussi un espace de stockage de fichiers et le plus qui est sympathique, le plus, ça veut dire que on va pouvoir y rajouter ce qu'on veut selon le besoin. Si on est une équipe projet, on va pouvoir rajouter du planeur. Si on est une équipe commerciale, on va rajouter du Power BI, etc., etc. Ça s'appelle la customisation. Et tout ça en associant avec la communication par chat, via Internet, faire de la téléphonie, donc la téléphonie par Internet. C'est ce qu'on propose à nos clients aussi. La VoIP. Et cette expérience-là est fluide et continue sur tous les devices. Vous allez retrouver votre team. Vous pouvez commencer une réunion sur votre smartphone et la terminer sur votre PC. Et si vous voulez aller encore plus loin dans ce que j'appelle, mais de manière un peu, pas forcément la plus heureuse, ce qu'on appelle la communication unifiée, vous pouvez rajouter à cette téléphonie VoIP, ce que tu disais, la téléphonie TOIP. C'est un add-on Teams Phone. Voilà, cet overview très rapide. On va accélérer, on va passer, des cas d'usage potentiels de Teams. En fait, c'est plus que des cas d'usage, c'est les piliers. C'est les piliers de la collab. Donc, le travail d'équipe, bien entendu, mais les côtés en temps réel. On va tous pouvoir travailler ensemble sur un même fichier, le partager, etc. Il y a quelques lignes, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce qu'il y a tellement de lignes. J'aurais pu rajouter 100 lignes de fonctionnalités. On a fait un gros travail. Tu avais des slides très exhaustifs. Le but, c'est que rapprochez-nous. Dès que vous avez une question ou quelque chose où vous avez l'impression qu'on l'a survolé trop vite, revenez vers nous et on rentrera bien évidemment dans vos cas d'usage et dans les détails qui y sont associés.
La réunion en ligne et la collaboration externe. Et je terminerai ouais, cette partie collab. T'as une petite animation qui était sympa. Ouais, alors là, sans Teams et avec Teams, quoi. With and without. Ouais, c'est un cas d'usage, en fait, sur les nouveaux modes de travail dus au Covid, la collaboration en mode hybride. Alors, attention, le schéma, c'est parti. Il faut regarder en gros, on voit passer un petit mail. Petit mail, c'est 3 personnes qui veulent travailler ensemble sur un même sujet, partager des documents avec des allers-retours potentiels. On a l'impression que c'est néandertalien. Ouais, on a 3 personnes qui sont dans 3 contextes différents. Vous avez à gauche une personne en déplacement, elle est potentiellement à l'aéroport. Une autre personne qui travaille en télétravail à la maison, exactement, et une autre personne qui est au bureau. Et donc, on est dans des espaces différents, avec des temps décalés aussi, et on travaille à l'ancienne, et on renvoie le mail, et on se renvoie, on fait des modifs, etc. Eh bien, Teams, qu'est-ce que ça apporte? On n'envoie pas le fichier, on le met dans le Teams, tout le monde partage, tout le monde travaille en même temps, le même écran, la collaboration, la coédition, je pense que vous connaissez, vous qui êtes en ligne, etc. La super coédition, c'est vraiment effectivement la capacité, la possibilité. On l'a fait d'ailleurs, Mathilde, Gauthier, hier, quand on travaillait ensemble avec toi, qui était dans les locaux, dans tes locaux de TDC. En remote, et on faisait nos modifs. C'est merveilleux. Alors, je vais revenir sur ce que je vous disais en introduction. L'engagement, je vous rajouterai un pointeur qui est en fait les services agreements de Microsoft, donc qui est le document officiel que Microsoft communique sur le web, où en fait Microsoft s'engage sur la haute disponibilité. C'est quoi s'engager sur la haute disponibilité? C'est en fait le fait de dire si un data center brûle, par exemple, on sait qu'il y en a qui sont basés en Île-de-France, les autres sont basés vers Aix-en-Provence, donc il y en a 3 en Île-de-France, il y en a 2 dans le sud. S'il y en a un qui brûle, les données sont forcément répliquées sur un autre data center. C'est-à-dire l'incident qu'il y a eu chez OVH il y a quelques années, c'est pas si vieux que ça. Et d'ailleurs, en recherchant la date, j'ai vu qu'il y avait eu tout un tas de procès qui avaient été faits et beaucoup de clients ont gagné. Parce que chez un OVH, quand le data center a brûlé, il n'y avait pas cette notion d'haute disponibilité qui était intégrée. C'est du low cost. Et donc, il fallait prendre l'option. Les clients qui n'ont pas pris l'option, leurs données sont parties en fumée en même temps que les locaux, quoi. Donc, chez Microsoft, ça ne se produira pas. La haute disponibilité, elle est garantie de base par Microsoft. Tout est forcément redondé de data center à data center. Par contre, ce qui est clairement écrit dedans, c'est que la donnée, Microsoft, voilà en fait, on va conserver les données. C'est ce qu'on appelle de la rétention d'informations. Donc, vous avez, en fonction des différentes lignes, le temps que la donnée est conservée. À partir du moment où vous dépassez ce seuil, la donnée disparaît, quoi. Et ce qui est vachement important aussi, c'est qu'on n'a pas de notion de granularité. Si un utilisateur a perdu un mail, et à ce moment-là, on va lui déverser. Je fais toujours l'image de la corbeille, en fait, puisqu'on ne vide pas la corbeille, c'est ça, la rétention, c'est qu'on garde ce qui est dans la poubelle. Et on va vider la corbeille sur le bureau de l'utilisateur, c'est-à-dire il va se retrouver sous sa racine l'ensemble des mails qui sont restaurés, pas que ce dont il a besoin, mais l'ensemble, quoi. Donc, des contraintes en termes de durée de conservation de la donnée et d'autres contraintes en termes de restitution. Et je dis bien restitution et non pas restauration, puisqu'on n'a pas cette finesse de pouvoir. Et là-dessus, nous, le discours, c'est avec TDC Next d'ailleurs qu'on travaille là-dessus. Nous, on a choisi les solutions. Il se trouve que c'est un tout petit peu le leader quand même, même s'il y a des confrères et des compétiteurs qui font les mêmes fonctions. On n'est pas en train de dire que ça n'existe pas. C'est Vim. Et avec Vim, en fait, le client, il achète une licence par utilisateur par mois. On vend, nous, à côté, le coût au téraoctet, qui est directement lié à ces espaces. Et ce qui est important, c'est que dans cette licence Vim, Vim 365, ils l'ont appelé, toi, ils ont été très, très créatifs, on va sauvegarder l'ensemble de l'écosystème Microsoft que tu as décrit, c'est-à-dire toutes les applications. Quand tu disais que derrière Teams, il y a des fichiers qui s'appuient sur du SharePoint, du OneDrive, tout cet écosystème-là sera sauvegardé à travers, y compris le chat dans Teams, donc les conversations, comme on le disait, que ce soit en individuel, que ce soit en équipe. Bref, c'est tout cet écosystème qui sera sauvegardé et c'est donc granulairement qu'on pourra restaurer. Il y a également tout un tas de sécurisations qui sont intégrées dedans. Et je vous le dis, on a choisi, nous, stratégiquement, d'avoir un coût au téraoctet. On a 30 € le téraoctet, mais ça intègre tout ce qui est monitoring, supervision, le MCO, etc. Donc, c'est très agressif. On est vraiment dans cette stratégie-là. On vous l'a promis, et c'est bien, on est bien en termes de timing. On
va vous parler un petit peu d'IA. C'est des trucs qui font un peu flipper, mais au-delà du fait que ça fait flipper, parle-nous un petit peu de cette accélération et comment Microsoft voit les choses. C'est le grand sujet du moment et Ouais. je pense pour pas mal de temps encore. Ouais. Ah, c'est clair. Donc, tout d'abord, on va parler de ChatGPT. Ouais, on en a tous entendu parler par là. ChatGPT, c'est pas Microsoft, hein, c'est Ouais. OpenAI. Ouais. Et c'est arrivé comme ça nous est déboulé dessus pour comparer. Alors, c'est plus les mêmes époques, mais enfin, l'arrivée de ChatGPT par rapport à par exemple, le téléphone portable. Le téléphone portable, pour atteindre 100 millions d'utilisateurs, c'est la proposition du diagramme, Ouais. ça nous a pris 16 ans. Ah ouais. Et pourtant, Ouais. on a l'impression que tout le monde l'a adopté. C'est sûr. C'était. Internet, Ouais. 7 ans. Ah ouais. Alors, je pense à mes grands-parents. La rapidité d'adoption d'une technologie, c'est bluffant. Hein. Facebook, ouais. 4 ans et demi. Ah, quand même. Ouais. Et ChatGPT, c'est vrai que c'est plus le même monde, mais en 3 mois. En 3 mois. C'est un claquement de doigts. C'est le buzz. Et beaucoup de personnes me demandent alors, est-ce que je vais avoir un ChatGPT, l'intelligence artificielle. Un formidable coup stratégique de Microsoft d'avoir établi un partenariat avec OpenAI pour intégrer la technologie de ChatGPT. Sur les vite, ils ont réagi vite là-dessus. Toutes les solutions Microsoft. Et pour le coup, comment ça se présente en fait, cette intelligence artificielle. Intelligence artificielle, ça existe chez Microsoft depuis longtemps, mais là, c'est encore autre chose. Déployé, bien, vous allez avoir deux solutions en fait, qui s'appellent Bing Chat. En fait, Bing Chat, Bing, c'est l'équivalent de Google, j'oserais dire, mais voilà, tellement moins visité dans les pratiques à la fois personnelles et professionnelles que Bing. Mais là, ça va prendre un élan, on attend, qui va être assez extraordinaire. Parce que le ChatGPT est dans le Bing. Est déjà dans le Bing. Alors, dans le Bing Chat, c'est le côté perso. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que toutes les personnes qui ont déjà des solutions Microsoft 365, un minima du business standard, c'est pas dans tous les abonnements, ils peuvent d'ores et déjà disposer de Bing Chat Enterprise. Et Bing Chat Enterprise, c'est le chat GPT, mais directement dans l'environnement de Bing. Et pour le coup, si vous avez Microsoft 365, je vous ai mis le lien pour vous connecter à Bing Chat Enterprise et vous verrez, vous allez pouvoir l'utiliser avec un espace de chat comme celui de ChatGPT. Et là, c'est disponible. Mais ce qu'on attend surtout, Copilot. Voilà, toute cette intelligence qui va être intégrée dans toutes les solutions Microsoft 365. Là, on fait un strike, quoi. Microsoft 365 Copilot. Qu'est-ce que ça va faire? On ne va pas rentrer dans les détails non plus, il y aurait tellement à dire. Mais en gros, ça va être votre assistant. Ouais, c'est ça. Voilà, votre assistant, quel que soit ce que vous faites. Ouais, bon, t'es gentil, mais tu vas quand même nous donner un petit peu les dates qui sont prévues et puis les coûts qui sont associés, quoi. Alors, on dit, en fait, Microsoft 365 a déjà été lancé en commercialisation, mais pas pour les PME, uniquement pour les contrats grands comptes. Ça a été depuis le 1er novembre. Pour les contrats TPE, PME, Microsoft l'a annoncé en 2024. Pas de date fixe, on a juste 2024. Donc, pour l'instant, en fait, on a juste à attendre, ronger son frein et attendre la date de lancement officielle de Microsoft. Savoir quand même, on a des informations sur la partie licensing. Effectivement, ce sera une référence en add-on. C'est-à-dire qu'il faudra d'abord avoir acquis une suite Microsoft et elles ne sont pas toutes éligibles. Si vous avez de l'Exchange Online uniquement de la messagerie, vous ne l'avez pas. Il faudra avoir minimum du business standard. Et enfin, le prix. Combien $30 par utilisateur par mois. $30 par utilisateur par mois. Alors, on en discute avec Hervé, quand on se dit ce $30 par utilisateur par mois et que là-haut, tu nous as dit que c'était 300. Ça, c'est pour les grands comptes. Voilà, on imagine qu'il y aura un petit peu de souplesse et qu'ils vont vouloir vulgariser la technologie, etc. Mais ça, c'est des supputations. Je ne peux pas en dire plus que ce que je fais aujourd'hui. Exactement. Tout est là. Les applications que tu as dans ces environnements, tu nous avais préparé. Microsoft 365, votre assistant, à tous les niveaux. Et là, voilà. Attention, je ne touche plus à rien. Ça défile tout seul. Voilà le périmètre du copilote. On retrouve toutes les applications que tu as citées tout à l'heure, quoi, où serait y compris le loop là derrière arrivé du OneNote. C'est vraiment. On est dans partie prenante. Ça a été vite, hein, comme tu disais. Donc, on attend patiemment. On n'est pas encore capable de faire des démos parce que ça va être ça, en fait. Un outil sans doute formidable, mais comment allons-nous l'utiliser? On sait que ça va être du cas d'usage, identifié, que chaque personne, ça peut être par un
service, mais ça peut être tellement personnel aussi à chacun. Ça. Et pour le coup, ça va concerner c'est un bon exemple parce que tout le monde. c'est ça. Mais je trouve que c'est un bon exemple que c'est une bonne transition parce que typiquement Mathilde et Gauthier qui sont là, qui font partie d'une équipe marketing, ils sont une petite dizaine de personnes. Ils utilisent déjà cette intelligence artificielle, parfois pour du contenu, parfois pour des choses de ce type-là. Et nous, ce qu'on voit stratégiquement au niveau du groupe, tu vois, de Proxy Team, c'est qu'en fait, c'est un adressage nouveau, c'est-à-dire que c'est très verticalisé. Tu as quelques exemples, je trouve que c'est bien de les avoir illustrés comme ça. Et une fois de plus, merci Hervé. Très verticalisé, mais on se doit d'avoir quand même une approche consulting vis-à-vis de nos clients. Absolument. Donc quelqu'un qui est au-dessus et qui pourra aider et orienter les clients là-dessus. Hervé, un gros merci c'est vraiment toujours un vrai bonheur et un vrai plaisir d'échanger avec toi. On a tenu le timing, Mathilde, Gauthier, je pense que là, respect et chapeau. On peut laisser ouvert un peu l'espace aux questions. Alors, moi, je ne les vois pas du coup, les questions. Peut-être que tu nous les dis. Ouais. Alors, en tant que directeur marketing, vous avez des exemples de ce que je pourrais faire avec Copilot? Tu avais un slide là-dessus. Tu l'as laissé en backup ou pas? Oui, là j'ai pas la solution, moi. Je suis comme vous. J'attends 2024. Mais par contre, on a déjà plein de documents Microsoft. Vous allez voir à la fin de la présentation, vous avez des annexes et notamment les cas d'usage. Alors, c'est un petit peu plus loin et vous avez donc les cas d'usage par métier. J'en ai un par marketing. Oh, dis donc, c'est magique et magnifique. Tu as bien anticipé. Les produits. Alors, je suis désolé, je le passe comme ça. Attends, non, parce qu'ils sont un peu plus loin en fait. Il est en slide pour. Alors, nous avons la finance en slide 70. Ah, il est là. Tac, 62. Tu l'as trouvé. Ouais, je crois. C'est ça. Voilà. Je vais le remettre en affichage. Clac. 62. Donc là, on a l'exemple. Oh non, voilà, c'est ça. Et ben voilà. Et là, je vous laisse lire si vous voyez tout simplement. On vous le fera suivre dans la présentation, dans la présentation, pardon, le support que tu vas faire suivre, toi, Mathilde, avec Gauthier. Voilà, le marketing, c'était la question qui était posée. Ouais. Je laisse afficher. Vous avez vu qu'effectivement, tu nous as préparé ça. Et encore, on t'a arrêté, hein, parce que des slides, c'était des centaines que tu voulais. Donc, on vous fera suivre dans le support pour répondre à cette question. On vous fera suivre ces cas d'usage où vous avez par métier, donc là, on a affiché le côté marketing, un peu plus d'exemples de cas d'usage qu'on peut avoir. Mais c'est vrai que pour en avoir discuté avec Gauthier, avec les Mathilde, puisque vous êtes deux Mathilde au service marketing, Caroline, Alexis, etc. En fait, ce qu'ils m'ont expliqué, c'est qu'au début, tu soumets une question à ChatGPT. Moi, je ne l'ai pas utilisé personnellement. Côté commerce, il y a certainement des usages, mais je ne les ai pas encore ciblés, quoi. Tu soumets une question, il va te proposer des éléments de réponse et tu vas réaffiner en reformulant une autre question. Et du coup, il va réorienter. Enfin, tu cibles petit à petit en mettant Exactement. En fait, il y a un nouveau mot qui va très rapidement arriver dans toutes les conversations, dans tous les foyers, c'est le terme de prompt. Prompt, en fait, ça va être la ligne. C'est ce terme qu'on va choisir effectivement pour identifier, pour faire une requête. Et comme c'est une requête qui va être itérative, on va pouvoir rebondir sur la requête précédente. Par exemple, cas d'usage comme ça que j'imagine, je voudrais envoyer un mail de réponse à un interlocuteur, peu importe le sujet. Il va me proposer, je vais identifier le contenu. Et après, je vais pouvoir même bientôt lui dire, je voudrais que tu me refasses exactement, tu gardes le contenu, mais tu vas l'envoyer avec la même tonalité que le message que j'ai reçu. Genre, si un interlocuteur me donne plutôt s'adresse en ton synthétique, etc., ou alors très long, ou alors décliné avec des rimes, des vers, enfin, là, j'extrapole. Mais donc, on vous enverra ça, ouais, je comprends. Et tu vois, nous, côté technique, il y a Aurélien, par exemple, qui est notre responsable Île-de-France là, sur les différentes ressources au niveau des équipes. Il l'a testé, où il a challengé un petit peu l'intelligence artificielle en disant, tiens, tu dois dimensionne-moi un serveur TSE pour tant d'utilisateurs, tel contexte, etc. Il a été bluffé par la qualité du sizing qu'il a eu. Et comme tu le disais, avec les prompts, maintenant je retiendrai cette terminologie que je ne connaissais pas non plus, et ben, il a fini par affiner et avoir une qualification, si tu veux, normalement qui repose quand même sur des années d'expérience, d'expertise, de compétences, etc. Il a été bluffé par la qualité qu'il a reçue. Est-ce qu'on peut aller très loin dans l'affinement, jusqu'à 30 prompts différents? Ah oui, d'accord, pour affiner. Et pour tous les étudiants savent déjà ça. Comment rédiger une thèse avec ChatGPT? Ouais,
On ira avoir tenu ces propos. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Mathilde, en direct live? Pas spécialement. Bon, écoute, Hervé, je te remercie à nouveau. Mathilde Gauthier, un gros merci pour votre travail. On a fini tard hier soir, on a recommencé tôt ce matin. Merci à vous d'être présentes et présents. On vous souhaite une belle journée, surtout un excellent week-end. Et on verra tous ces éléments. N'hésitez pas à revenir vers nous. Ça sera avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci, Christophe. Avec grand plaisir, Hervé.